parler tout bas. Est-ce qu'on a un retour sur l'articulation avec les sages de ces CTE quand ça concerne l'eau? Parce que je revois Esteron, Rivière Sauvage. Alors effectivement, comme je le disais, c'est un contrat vraiment sur mesure. Donc il y a certains territoires qui sont des territoires de sages, mais qui dans le cadre du CTE n'ont pas forcément souhaité travailler sur l'eau, puisqu'ils considèrent qu'ils ont des instances par ailleurs et qu'ils n'ont pas besoin forcément du soutien de l'État sur ces actions-là. Ceux qui ont souhaité le faire, souvent les CTE sont un moyen d'aider à mettre en œuvre les actions du plan d'action du SAGE. Les actions notamment complexes sur lesquelles ils ne savent pas trop par quel bout prendre. Le fait de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs permet de donner l'élément par exemple qui réglementairement va aider, la subvention au niveau études puis au niveau travaux, ça dépend, c'est pas toujours les mêmes opérateurs qui peuvent aider. Donc c'est plutôt en termes de mise en œuvre d'action sur lequel ils ne savaient pas trop comment faire. Et certains, c'est aussi une mise en visibilité, puisque comme je disais, c'est des contrats assez politiques, portés politiquement. Donc c'est aussi une façon pour certains de montrer dans un premier temps ce sur quoi ils travaillent et de susciter, donc en mettant en visibilité ces actions-là, de susciter de nouvelles idées par d'autres acteurs socio-économiques, puisque ce que nous disent beaucoup de collectivités, c'est qu'en fait, on a un premier jeu d'action qui est signé, et en fait, souvent, la semaine après, le mois après la signature, on a des acteurs qui vont voir les collectivités en disant moi aussi, j'aimerais bien faire partie de ce dispositif, comment je peux faire et souvent, c'est des acteurs, par exemple, qu'ils n'ont pas eu dans le cadre des stages, dans le cadre des PCAET, donc ça ouvre vers d'autres types d'acteurs, notamment industriels, qui souhaitent travailler sur l'eau. Si j'ai bien compris, donc les CTE, c'est un dispositif accompagné essentiellement par l'État. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme aide financière associée à ça? Et l'autre point, c'est on a vu depuis ce matin qu'il faut vraiment travailler avec la profession agricole. Or, pour l'accompagnement des agriculteurs, on se heurte très rapidement à la problématique de l'encadrement européen des aides. Donc, est-ce qu'on a un dispositif qui permettrait un accompagnement plus facile sans forcément monter toujours des contrats ou des projets, en gros, pour que les agriculteurs puissent avoir un accompagnement personnalisé, en fait? Alors sur les CTE, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de financement supplémentaire sur les CTE. C'est pas comme le dispositif ZCD à l'époque où il n'y a pas de ligne de financement supplémentaire. C'est vraiment une mobilisation coordonnée des subventions existantes. Sur la partie agriculture, on a pas mal d'actions qui sont portées par des collectifs d'agriculteurs, par des agriculteurs seuls, eux-mêmes, qui montrent auprès de la collectivité un intérêt pour monter des projets de circuit court, des projets de chaufferie biomasse, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est que l'État et la collectivité, le binôme État-collectivité, se mettent à leur disposition pour essayer de trouver comment on peut rendre opérationnelles leurs idées. Sur la partie incitation financière, c'est notamment l'objet, alors je ne suis pas une société, c'est l'objet des paiements pour services environnementaux, justement en partie, pas que, mais justement sur lesquels le cadrage n'est pas encore complètement stabilisé, parce qu'il y a ce problème juridique d'aide directe, qui est très encadré au niveau européen, mais il y a des discussions en cours et ça avance bien. Là-dessus, je ne suis pas experte, c'est assez compliqué, mais c'est le CGDD justement que c'est suivi. Mais en tout cas, moi je sais que ça avance et qu'au niveau du cabinet d'Emmanuel Baron, notamment, qui travaille là-dessus. Et l'idée, c'est d'avancer rapidement pour que les agences de l'eau puissent aussi utiliser juridiquement, de manière juridiquement sécurisée, les enveloppes. J'ai une question dans la même veine que la première question. C'est-à-dire, est-ce que, peut-être que vous vous êtes pas forcément posé la question, mais est-ce qu'il y a des articulations
qui existent entre contrats CTE et projets alimentaires territoriaux. Oui, bah, il y a beaucoup de liens. Alors, l'idée du CTE, c'est qu'on arrive sur un territoire qui a du vécu et qui, du coup, a mis en place différents dispositifs, ou pas, ça dépend, a fait tel ou tel diagnostic. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver et de s'adapter à ça et que le territoire utilise le CTE de manière coordonnée, réfléchissent en amont à ce à quoi le CTE peut apporter quelque chose, parmi tous les autres dispositifs qui peuvent exister. Donc il n'y a pas une réponse à votre question, ça dépend des territoires. Il y en a où le CTE a été l'occasion de dire on aimerait se lancer dans un PAT. Donc voilà, le PAT c'est une des actions du CTE. Il y en a où le CTE ne s'est pas du tout intéressé à la partie agricole parce qu'à côté de ça il y a un PAT et que donc les liens sont faits mais que le CTE on considère qu'il y a une plus-value sur autre chose. Il y en a où le PAT et le volet agricole du CTE, dans le sens où le plan d'action du PAT n'avait pas encore été mis en œuvre parce que le PAT est récent, et donc le CTE aide à passer à l'action dans le cadre agricole aussi. C'est les mêmes questions pour les PCAET aussi. Hein. Voilà, il y a les PCAET, il y en a où le CTE a permis d'enclencher la démarche parce que c'était une collectivité qui avait l'obligation de le faire et qui ne l'a pas encore fait, ou c'est un PCAET volontaire. Et il y en a où ça permet de décliner l'action, où il y en a où le CTE s'intéresse à quelque chose sur lequel le PCAET n'avait pas creusé et complémentaire. Voilà. J'aurais une question par rapport à la présentation GEMAPI et par rapport à ce que vous avez expliqué sur le projet du massif des morts. Vous avez dit que limiter les ruissellements et l'érosion était de la GEMAPI. Or, à notre connaissance, ça ne fait pas partie de la GEMAPI, puisque la GEMAPI, c'est le 1, 2, 5, 8 que vous avez cité, et que c'est plutôt ciblé dans l'alinéa 4 du L207, qui n'est pas de la GEMAPI. Donc j'aurais aimé avoir quelques éclaircissements de la part du ministère sur cette question-là. C'est la question la plus neuve. Effectivement, nous, sur l'article, le L211, l'alinéa, effectivement, 4, c'est maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols. Effectivement, on retrouve effectivement un ruissellement et érosion pour la promotion des pratiques agricoles. Effectivement, je suis surprise de retrouver cette action au titre de la GEMAPI, mais après, peut-être que le libellé de l'action n'est peut-être pas suffisamment exact, précis. Enfin voilà, on est sur l'ordre du détail. L'idée, c'est que là, en l'occurrence, cette action-là est mise en place localement par le chargé de mission GEMAPI de la collectivité. Après, que ça soit ou non dans les items, je pense que c'est une gestion globale du bassin versant, c'est une gestion du surplus d'eau localement. Donc voilà, ils le mettent en avant comme ça, c'est leur façon aussi de... Je ne sais pas dans le détail comment ils ont décliné la GEMAPI dans leur syndicat. Je peux compléter. Non, mais le PCIFP a la possibilité de retenir d'autres items de cet article. Donc, sauf que les items 1, 2, 5, 8 vont être affichés GEMAPI, mais le PCI, s'il a choisi de prendre d'autres compétences parmi les autres items, est tout à fait en capacité de gérer ses actions. Donc, il peut être effectivement réalisé, suivi par le chargé de mission GEMAPI. Après, voilà. Je suis d'accord avec vous, puisque nous avons la compétence alinéa 4 en plus. Après, la question qui se pose, c'est la légalité et la légitimité de l'EPCI à réaliser ces opérations-là basées sur ses propres compétences. On a eu la problématique où parfois des payeurs refusent de payer parce qu'ils ont une lecture très rigoriste de la compétence de l'EPCI. Et la deuxième remarque, c'est par rapport à l'utilisation de la taxe GEMAPI. Il est bien spécifié que la taxe GEMAPI sert à payer des opérations GEMAPI. Donc si ce n'est pas de la GEMAPI, même si le PCI est compétente et le fait, devra ponctionner sur son budget général. Donc derrière, il peut y avoir des conséquences qui ne sont pas forcément neutres, qui sont principalement administratives et juridiques. Je suis d'accord, retenir une goutte d'eau, que ce soit du 4 ou du 5, ça sera toujours la même chose. Par contre, il y a quand même des éclaircissements qu'on attend, puisqu'il y a un flou entre GEPU, donc gestion du pluvial urbain, ruissellement, érosion des sols, et GEMAPI. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Donc, Johanna Sanchez, je travaille au bureau de la politique de l'eau et sur la GEMAPI. En fait, il y a eu de nombreux débats qui ont été
fait en ce sens. Et le consensus, c'est de dire qu'on réfléchit par finalité. C'est-à-dire que si le GIMAPien identifie un besoin sur son territoire et qu'il estime que c'est de la GEMAPI, parce que c'est dû à souvent on fait une différence entre l'urbain et la terre, quoi. Voilà, désolée, je prends ça au brûle pour point pour la réponse, et donc du coup on estime que si la finalité c'est la GEMAPI, on peut utiliser l'attaque GEMAPI pour faire cette opération qui est de la GEMAPI. Vous avez tout à fait raison sur le fait que la GEMAPI a 4 items, donc la GEMAPI ça n'est que les 4 items. C'est vrai que c'est dommage à l'époque où on a fait la GEMAPI de ne pas avoir ajouté les ruissellements, etc. Parce que c'était des compétences déjà bien particulières avec quelqu'un de bien ciblé. Et on est obligé de faire, comme on l'a dit, éventuellement espérer, on va dire, que le GEMAPien va aussi avoir ou récupérer les compétences fluviales des membres, enfin de ceux qui ont formé la structure GEMAPienne, on va dire, et qui ont cette compétence par ailleurs. Voilà. Là, on n'a pas de solution autre, et la taxe, si c'est vraiment du pluvial ou autre, ça va être parenthèse pour soutenir ce qu'a dit Fanny sur la complémentarité des programmes d'action. Donc, juste, aujourd'hui, on a également un tiers des communes françaises qui sont engagées dans une démarche PAPI, donc le plan d'action de prévention des inondations, ce qui est quand même aussi important. Et donc moi, je suis aussi au bureau de la prévention des inondations à la DGPR, et on voit en CMI, donc la commission mixte d'inondation, qui labellise les PAPI d'envergure, qu'il y a de plus en plus de PAPI qui intègrent la démarche BAN. Donc vraiment des PAPI qui ne sont pas uniquement dans une démarche « je vais construire les digues », mais qui intègrent tous les sujets aussi élaborés en SAGE et qui essayent de vraiment avoir une action presque chirurgicale sur le territoire pour cibler toutes les actions qui peuvent contribuer à gérer les eaux bien en amont et donc éviter que les enjeux soient touchés. Donc effectivement, donc, un tiers des territoires qui est aujourd'hui sous PAPI. Lors du Conseil de défense écologique mercredi dernier, donc la ministre en a parlé parce qu'elle a dit qu'aujourd'hui on constate que c'est complexe et très long à mettre en place. Donc les collectivités qui se plaignent. Et donc elle a notamment annoncé qu'on va à la fois se dépêcher dans l'instruction, donc on va réduire par 2 les délais d'instruction. Et on va également réfléchir à que la phase de PAPI d'intention soit peut-être allégée pour être plus comme une phase de pré-cadrage, donc un peu plus souple et plus rapide aussi. Donc l'idée, c'est effectivement, comme vous dites, d'être en complémentarité, que les dispositifs ne se font pas la concurrence, mais que tout ce qui n'est pas traité dans un dispositif, qui est là pour le cas des papiers financés par les fonds Barnier, peut se traiter dans un autre dispositif. Et je pense qu'il faut vraiment le voir de manière constructive, d'avancer en fait action par action vers un objectif partagé. Oui, Monsieur Lefranc, je fais partie des cas d'études. Donc le premier cas d'étude, le Marais Noir de Saint-Coulomb, Fédération de chasse départementale d'Ille-et-Vilaine. Je suis un peu inquiet par rapport à la GEMAPI quand on voit les compétences des EPCI, surtout dans le domaine de gestion des milieux aquatiques et des inondations. Et donc aujourd'hui, on voit bien que le concept de mesure naturelle de rétention d'eau, c'est tout nouveau. Et donc déjà, je ne pense pas que les EPCI ont assimilé ce concept, puisque nous, on est ici en train de le connaître, de l'appréhender. Et donc, j'ai bien peur que les EPCI, au travers de la GEMAPI, retombent dans les travers d'antan, c'est-à-dire que les solutions d'aménagement, de gestion des milieux humides classiques, et l'exemple, pour mon cas, c'est que une des compétences a été déléguée à une association de propriétaires, donc les ASA, les syndicats des digues et marais, et qui avait pour vocation d'assèchement et qui a maintenant dans l'entretien des zones humides, hein, c'est les termes, les pratiques de curage et puis d'assèchement et la gestion des niveaux d'eau. Donc on a donné du poids à des acteurs locaux qui historiquement et même toujours ont détruit les zones humides. Voilà. C'était ma réflexion.
Là-dessus, c'est pas une obligation de déléguer effectivement une compétence à la. Enfin, ça, je ne voudrais pas dire c'est pas anecdotique, mais il faut faire attention effectivement. Mais j'ose espérer que ce n'est pas un cas qui se généralise et que effectivement. Après, il y a aussi des associations, même comme ça, propriétaires ou autres, qui ont aussi viré leur cutie entre guillemets. Pour toujours le nom des noms plutôt anciens, et notamment vis-à-vis des milieux humides. C'était vraiment des associations dont l'objectif était de drainer, d'assainir, d'assécher, et qui ont changé de statut, même si elles n'ont pas vraiment changé de nom. Mais on peut espérer que ce ne soit pas une généralité et que ce soit quand même vraiment les collectivités locales qui prennent la responsabilité de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations dans le cadre, si possible, de la trajectoire nationale qu'on donne à toutes ces solutions naturelles. Sébastien Delahette, donc de l'EPTB de la Meuse. J'avais une question pour les collègues de l'ADEP sur les PTGE. Tout à l'heure, vous avez montré une carte avec un certain nombre de territoires, effectivement, qui ont ou qui sont en train de monter des PTGE. Alors, en fait, ma question est double. D'abord, est-ce que cette carte est terminée? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, si un territoire, à supposer qu'il remplisse les conditions, bien sûr, actionne le ministère ou son préfet coordonnateur de bassin, est-ce qu'il peut demander effectivement à engager une démarche comme celle-là? Et ma deuxième question, c'est quand même des territoires qui sont assez petits, finalement. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer traiter un PTGE, qui, si j'ai bien compris, traite une question d'usage de l'eau, un peu comme c'est le cas des Sages. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un PTGE est un territoire un petit peu plus grand que ceux qui sont existants aujourd'hui? Alors sur la première question, oui, c'est complètement possible, cette liste n'est pas du tout arrêtée. Et c'est notamment dans l'instruction, on a quand même dit que c'était plutôt le préfet coordonnateur de bassin qui peut inciter et dire bon là on va faire un PTGE. Mais après, je pense que localement, il faut un porteur-projet qui a quand même une portée un peu politique. Et donc, ça peut être intéressant de se dire, il y a cet outil-là, mais en même temps, si vous faites un stage sur votre territoire, vous pouvez appliquer toute la démarche PTGE dans le cadre de votre stage. Ensuite, sur la taille, on va dire qu'on est un peu comme des sages. On a des sages très petits et des sages très grands. Et là, on va dire... Dans la carte, on voit bien qu'il y a des territoires plus grands sur le bassin Indre-Garonne, avec des grands PTGE. Et sur le territoire, sur le bassin Rhône-Méditerranée, il y a eu un choix qui a été fait de faire des plus petits bassins, mais c'est aussi, quand on voit géographiquement comment sont découpés les bassins, etc., je pense que le découpage, il appartient aussi localement de choisir le bon périmètre pour ces démarches. Sachant que dans l'instruction, on cadre également le comité de pilotage et on demande à ce qu'il y ait les acteurs économiques qui soient présents autour de la table, dont par exemple, s'il y a une grosse composante agricole, on invite également les filières à venir autour de la table s'il y a une discussion sur le changement pratique agricole à faire sur le territoire.